Dans le podcast de cette semaine, on va parler de jeux de rôle et de The Quiet Year, un jeu de cartes et de communauté d'Avri Alder. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour une nouvelle émission de jeu de rôle. Je vous préviens, je suis d'humeur mutine, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et forcément pour m'accompagner, il me fallait Dédé Schutz l'écarlate. Oui, salut. Ouais, je suis bête et disciplinée, je lis ton nom tel qu'il apparaît dans Discord. Ah oui, c'est ça, c'est un reliquat d'un personnage que j'ai joué dans un jeu de rôle. Moi, je pensais que c'était dans Lignée Royale. Ah, non. Mais oui, j'aurais pu. Ça peut être. Ouais. Ou si tu avais fait un GN Robin des Bois et tu étais Willy l'écarlate. Et moi, petit Jean, tout de suite. Ouais, et du coup, comme tu es d'humeur mutine, on aurait pu faire de la mutinerie et tout ça. Ah, mais oui, bien sûr, évidemment. Mais oui, complètement. Pour aller botter les fesses du shérif de Nottingham. Tout à fait. Voilà. Qui prend les impôts aux pauvres habitants de la forêt. Un peu comme dans Route, finalement. Et mais on va parler aussi de Route, peut-être, aujourd'hui, qui sait. Oh, punaise. C'est incroyable. Comment on fait des boucles? On est vraiment hyper doués sans le vouloir. Hein. On a vraiment un talent. Non, on travaille. Ne cache rien. On travaille dur. Mais évidemment, tout est écrit, bien sûr. on fait que lire le conducteur. Voilà. Okay. Mais d'abord, sommes-nous réels? C'est une question qu'on se posera plus tard. Non, mais on fait des débuts d'émission bien crado, bien comme ça. On se doute pas que, tu vois, comme ça, les gens ils se disent bon, c'est bien eux. L'IA, elle aurait fait un truc tout lisse, tu vois. Mais oui, c'est vrai. Ça leur rappelle le meilleur moment Tu sais que j'ai toujours ce souvenir d'une émission des chroniques où quelqu'un nous avait dit qu'il nous écoutait pour s'endormir et que je crois qu'on avait une conclusion assez horrible en disant que tant qu'il nous écoutait pas au chiottes, tout allait bien. Ou en train de faire des activités nocturnes ou diurnes d'ailleurs, un peu olé olé. Et qu'on s'était dit que sinon ça devenait très gênant pour nous. Voilà. Mais on le sait pas, donc ça va. Ouais, voilà, je me souviendrai toujours de cet enregistrement parce que je crois qu'on avait eu vraiment un fou rire. Voilà. Bon. Oh là là, les souvenirs, c'est incroyable ça. Les souvenirs. On était jeunes. Est-ce qu'on avait peut-être pas, on avait moins de 40 ans à l'époque. Ne parlons pas du passé, parlons des nouveautés. Parlons des nouveautés. Qu'est-ce qu'on a repéré dans les nouveautés jeux de rôle pour cette émission? Alors, on va faire le plus rigolo tout de suite. Ok. Parce qu'on a repéré un jeu de rôle de Guillaume Jantet qui s'appelle Carglass, c'est ça? Oui, Carglass répare. Et là, forcément, tout de suite... Carglass répare, Carglass remplace. Ouais, bah oui, forcément. Alors, moi qui écoute peu la radio et je ne connaissais pas bien les jingles, mais un jour, mes enfants m'ont fait les blagues et donc j'ai compris que c'était un truc qui était communément partagé. Mais ils le savent et ils le travaillent aussi, hein, parce que leur jingle, ils auraient pu le changer depuis un moment, mais ça reste. Oui. Mais en fait, ils ont raison, parce qu'à partir du moment où tout le monde le connaît par cœur et se l'est approprié, c'est que ça marche, en fait. Alors, Carglass, c'est un jeu de rôle de super-héros qui offre des balais d'essuie-glace, bien sûr. Voilà. Top. Ouais, c'est disponible sur Itch.io, sur la page de Guillaume Jantet. Et donc, on va incarner des héros et des héroïnes qui sauvent les gens, le monde, mais en parlant comme des réparateurs Carglass. Et puis, bien sûr, en offrant des balais d'essuie-glace aux gens. Donc, on va avoir un prénom, 2 caractéristiques. Donc, j'ai compris qu'il y avait Carglass répare et Carglass remplace. Voilà. Et un super pouvoir. Et surtout, on va venir en aide aux habitants et habitantes de Parbrise City. Et lutter contre les maléfices du docteur Fissure. Bon, j'avoue que j'ai rigolé quand même en lisant tout ça. Voilà. C'est sympa. Toi aussi, oui. Hein. Moi, j'ai bien aimé. Je me suis dit, Carglass, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça ressemble vachement à la marque. Est-ce que c'est... D'abord, je pensais que c'était un jeu de rôle suédois, tu vois. Parce qu'ils ont mis un K. Ouais, c'est ça. Pour Carglass. Mais et s'il y avait eu juste deux S à la fin, tu vois, j'aurais pu dire, ouais, c'est un jeu de rôle suédois. Et en fait, non. Ouais, voilà, c'est ça. Et comme Tales from the Loop, mais pas du tout. Bah non. C'est pas du tout la même. Mais non, bon, c'est hyper drôle. Voilà, vraiment. Et puis, il est sur Itch.io, mais il est en Name Your Own Price. Donc, c'est qu'en fait, il est gratuit. Mais ça veut dire que vous pouvez donner ce que vous voulez. Et
bien sûr, On encourage. on incite toujours à donner quelque chose parce que c'est la moindre des choses pour les créateurs et créatrices de donner quelque chose. Voilà, c'est très drôle. Et nous, ça nous a bien fait marrer. Et je suis persuadée que si on pouvait, on jouerait ensemble là. Oui. Carglass réparé, Carglass remplace. Je ne sais pas qui ferait. Moi, j'ai peur d'être plus Carglass détruit, mais ça, je ne peux pas le dire. Carglass met le feu à l'auberge, ouais, on connaît. Carglass fracasse, Carglass détruit, ce serait plus nous, ça. Voilà. Nous, on a fait la version un peu plus dark, tu sais, tout de suite. Ensuite, tu voulais nous parler d'un article ? Un article un peu plus sérieux, un article de Gaël Sacré qui se pose la question pourquoi les jeux de rôle sont-ils si longs ? En fait, c'est parti d'une polémique par rapport aux Utopiales où ils ont décidé de réduire la durée des parties à 2 heures. Ok. Et voilà, il y a eu certains qui ont une levée de bouclier, de certains qui disent mais pourquoi on était bien avec nos parties de 3-4 heures pourquoi maintenant on est obligé de faire des parties de 2 heures? Et donc voilà, ils s'interrogent sur... Mais oui, c'est insupportable. Ça c'est encore parce qu'il y a des newbies qu'il faut encore se plier pour être inclusif et accueillir de nouvelles personnes dans le hobby. C'est ça en fait. Voilà, c'est ça. On peut plus rester entre hommes blancs qui avons le temps de passer. Rien à foutre puisqu'on a une femme à la maison qui garde les enfants. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour ça en fait. Donc voilà, on vous mettra le lien dans le billet. C'est très intéressant ce qui se pose. Voilà, en fait c'est ça le truc. On veut ouvrir un peu plus aux gens. Faut que ce soit un peu plus facile, mais il dit que c'est bien aussi de faire des jeux de rôle en session de 2 heures, quoi. Et c'est vrai que nous, en y repensant, nous on fait en règle générale 2 heures, 2 heures et demie maximum de jeux de rôle quand on fait en règle générale. Nous, c'est parce qu'on est vieux que quand on commence à jouer à 21h, à 23h30, on commence un peu à souffrir. Non, en vrai, il y a plusieurs... je trouve que c'est vrai que c'est une vraie question, en fait, sur les durées de session. Ouais. Parce qu'effectivement, déjà, c'est différent si tu proposes un one-shot ou une campagne. Oui. L'avantage de la campagne, en théorie, c'est que tu peux effectivement calibrer le temps des sessions pour, tu peux faire des pauses et tu sais que tu reprendras. Dans les one-shots, il y a ce côté très complétiste, en fait, de vouloir finir. Maintenant, je me suis plutôt posé la question, pour avoir fait 1 ou 2 fois, mais vraiment rarement, ce genre d'expérience en convention ou dans des cadres d'événements où tu proposes un scénario one-shot à un groupe de personnes qui est pas forcément rôliste, qui a pas forcément, qui est un peu venu là, je dirais pas par hasard, mais plus par curiosité, mais qui a pas forcément une grande connaissance, je pense que il y a des moments où il faut savoir peut-être abréger un peu le scénario, même s'il est prévu pour plus, pour garder, en fait, pour que ça reste un bon moment pour tout le monde, en réalité. Oui, c'est ça. Tu vois ? Et après, il disait que justement, les jeux de rôle actuels ne permettent pas ça, et que du fait déjà comme on est plusieurs à parler, bien sûr que ça ira moins vite de raconter la même histoire, même si on faisait le scénario d'un film. Alors, on reprend le scénario d'un film d'enquête et moi j'ai vu le film, vous n'avez pas vu le film, donc je vais vous faire jouer l'enquête comme ça. Et comme ça sera forcément plus long parce que il y a des temps de parole, des choses, des choses comme ça. Voilà. Ouais, il faut permettre à tout le monde de pouvoir s'intégrer dans le jeu aussi, donc donner la place à chacune. C'est aussi permettre ça. Et je pense que c'est pas fou de se dire qu'on limite à une certaine durée pour des événements de ce type, parce qu'aussi il y a plein de contraintes d'organisation et que les personnes qui viennent, elles ont peut-être aussi d'autres choses qu'elles ont envie de faire lorsqu'elles sont sur place, et que c'est bien que ce soit, moi je trouve que c'est pas mal que ce soit cadré en fait en termes de timing. Et si on après, c'est aussi c'est aussi le boulot du MJ de savoir par moment raccourcir peut-être des choses, quitte à enlever des pans. Si les joueuses ont pris des directions qui n'étaient pas forcément prévues et ont peut-être passé plus de temps sur un élément qui n'était pas forcément primordial, c'est à toi de rebondir et de le rendre suffisamment intéressant et peut-être d'abandonner d'autres choses. En fait, c'est aussi...
Parce que si c'est juste pour faire jouer un scénario comme il doit être joué, selon une forme de canon, enfin, on peut faire tous un livre dont vous êtes le héros ensemble. Enfin, ça ira aussi vite. Enfin, c'est l'avantage d'avoir un ou une MJ qui peut s'adapter et changer aussi la narration. Et orienter, ouais. Faut adapter. Le truc, c'est d'adapter comme dit, le scénario par rapport au temps de partie. On va pas forcément rentrer dans toutes les auberges. On va plutôt aller directement. Si on boit une bière à chaque fois qu'on passe dans une auberge, on est mal parti. On n'aura pas été bien loin très rapidement. Oui, en plus, ça s'appelle la vraie vie. Donc, tu vois, on n'a pas besoin du jeu de rôle pour ça. On n'est jamais allé dans ce bar, il est juste à côté, on tente. Ils ont une carte sympa et c'est encore l'happy hour. Je propose qu'on aille voir. Mais ouais, et puis en plus, aujourd'hui, il y a tellement de formats de jeux de rôle qui proposent de jouer dans des durées limitées, en fait. Donc voilà, je pense aussi peut-être qu'il faut proposer ce genre de format, c'est bien adapté aux conventions, quoi. Voilà. Bon, écoute, non, c'est un très bon sujet. Ouais. Je pense qu'on pourra peut-être le développer un jour si on a plein d'idées en plus, quoi. Autre article que tu avais, c'est toi qui l'avais noté, c'était sur le site de Arcane Asylum. Oui. Donc en fait, ils sont en train de mettre un système, un concept. Je sais pas si c'est un nouveau concept, mais en tout cas, c'est une nouvelle proposition. C'est pas un nouveau concept, quoi. Non. N'exagérons rien, les gars. C'est l'impression à la précommande, parce qu'en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont des ouvrages de leur catalogue qui sont aujourd'hui en rupture. Et que forcément ils ne vont pas lancer un nouveau tirage si ils ont un espoir, tu vois, un business plan qui leur dit qu'ils vont pas faire plus que X ventes. Donc ils cherchent des solutions pour faire de l'impression à la demande. Finalement, c'est un peu ça. Ce qui est beaucoup plus facile et faisable aujourd'hui. Il y a des tas de livres qu'on peut acheter aujourd'hui en impression à la demande. Et donc, alors souvent ce qu'on dit, c'est peut-être la qualité sera moins bien, blablabla. Mais bon, là, ils expliquent qu'ils ont trouvé un partenaire, qu'ils ont fait des tests, etc. Ils sont assez satisfaits et donc ils vont lancer des campagnes en fait, d'impression à la précommande. Et ils commencent avec Tales from the Loop, donc le livre de base, et Star Trek Adventure, la division scientifique. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne initiative parce que parfois, effectivement, il y a des ouvrages qu'on trouve plus du tout. Oui, je trouve c'est pour ça que je l'avais noté. Je trouve ça bien. En fait, ça se faisait surtout dans les wargames au départ avec les P500. Dès qu'il y avait 500 personnes qui achetaient le jeu, paf, ils l'imprimaient. Là, ils descendent à 50. Donc, dès qu'il y a 50 personnes, s'il y a 50 personnes qui veulent le livre, paf, ils le recréent. Ouais, ils le recréent. Ils les réimpriment. Donc je trouve que c'est pas mal, ça évite des Kickstarter. Moi je préfère ça. Non mais franchement je préfère ça. Oui, non, tout à fait. Kickstarter où il faut dire faut que tout le monde t'es obligé d'aller chercher des gens pour atteindre ta cagnotte. Du coup tu vas en faire 5000 Et puis tu vas refourguer des stretch goals, donc en fait on se contrefout qui finissent dans un tiroir, voire que 5 ans après tu fous à la poubelle parce qu'en fait tu n'en es jamais servi. Enfin, je dis ça, c'est horrible ce que je viens de dire, mais on connaît tout ça. Et c'est aussi mieux que la spéculation, quoi. Oui, voilà. Sur le marché de l'occasion, qui est un peu désagréable quand même aussi comme tendance. Oui. Mais du coup, voilà, pour 50 personnes, paf, on peut le réimprimer et ça permet de suivre la vie du jeu. Le jeu continue à vivre et eux, ils ont moins de trésorerie à fournir et ça enjoint peut-être plus si on n'atteint pas les 50 exemplaires, de quelqu'un qui dit « Hey, tu voulais pas ce livre ? Hop, vas-y, c'est le moment d'acheter. » Moi, je trouve que c'est une bonne idée pour sauver, pour éviter de trop... Et puis, ça évite la surproduction aussi. Exactement, ouais. Parce qu'on ne produit pas des livres qui, finalement, vont s'entasser chez le distributeur, dans les boutiques, pour ne jamais être achetés. Voilà, exactement, ni lu. Et puis... non, je suis tout à fait d'accord que c'est plutôt une bonne initiative. Alors, on continue avec une game jam, parce que toi, t'es un peu le spécialiste des game jam aussi. Hein. Ouais, je suis...
spécialiste des game jams et spécialiste de Com Martin. Aussi, voilà. On met 1 euro dans la boîte à Com Martin du podcast. Voilà, exactement. Alors, une game jam quand même sur un thème d'actualité, mais presque plus. C'est déjà fini. Je suis triste. Puisque c'était la game jam du pape. Bah oui, parce que le pape est mort, figure-toi. Oui. Moi, j'ai appris ça, ça faisait 12 heures qu'il était mort, personne ne m'avait prévenu. Je ne comprends pas. Voilà. Alors, est-ce que tu veux un scoop sur cette game jam ? Oui. Alors, le scoop, c'est que dès des chutes, moi-même, je suis en train d'écrire un jeu de rôle en 1 page. Hein. On va pas aller loin pour participer à cette game jam. Waouh. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, on peut faire l'élection d'un nouveau pape, l'organisation d'un enterrement pour le pape. Ouais. En plus, je crois qu'il est mort le jour du lundi de Pâques. C'est un truc de dingue, ça, quand même. Un combat de papes. J'adore cette idée. Des papes en soutane blanche qui se battent dans la boue. J'aimerais voir ça. Voilà. N'importe quoi en rapport avec un pape. Voilà. Donc, franchement, je trouve ça assez excellent. Alors, qu'est-ce que toi, est-ce que tu peux nous teaser un peu tes idées ou t'as peur qu'on te les vole ? Non, je vais attendre et on en reparle le mois prochain. Notez-vous ça dans un truc et on en reparle le mois prochain quand il est sorti. Comme ça. Alors, Dédé Chutes, j'exige un engagement solennel. Si ce jeu de rôle si tu le finalises, je veux absolument qu'on y joue. Ah ben, on fera ça. On fera ça. Pour le moment, j'ai pas encore fait de playtest, mais je pense que peut-être que rendez-vous sur le Discord, peut-être que je ferai un playtest sur le Discord pour jouer. Moi, j'adorerais être pape. Enfin, papesse, quoi. Ben, ce sera peut-être possible. Voilà. Ouais. Le temps d'une partie. Et non, mais c'est... Est-ce que dans ton jeu, à la fin, on pourra brûler nos fiches de personnages et pour faire une petite fumée blanche ? Ah ben oui, exactement. C'est exactement ce que j'ai noté. Parce que je trouve le fait que justement tu brûles et ça fait la fumée blanche du pape. En fait, j'aurais tellement voulu faire un jeu de société Legacy sur les élections du pape. Où tu brûles le jeu. Un peu comme il y a eu un pape, je me souviens plus si c'est un Jean quelque chose, ils ont mis super longtemps pour les lire et tout. Ils voulaient pas les lire. Je crois que c'est... D'ailleurs, c'est à l'époque... Oui, après, ils arrêtaient de les nourrir, je crois, à un moment donné. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, il y en a un qui a fait semblant d'être presque en train de crever. Il faisait genre, il était super malade. Du coup, ils ont tous voté pour lui en se disant, bon, il va bientôt mourir. C'est un genre, c'est dans... je crois que c'est au même moment que c'est après Philippe le Bel, tu vois, en termes de timing. Et donc, tout le monde a voté pour lui parce que tout le monde croyait qu'il allait bien. Ils se sont dit, bon, il va bientôt mourir, comme ça, on va être libéré, on va être tranquille. Sauf qu'en fait, il n'était pas du tout malade. Il les a tout bien manipulés. Puis au final, il a été pape très longtemps. Et j'aimerais trop un jeu Legacy comme ça. Et à la fin de ta partie de Legacy, tu brûles le truc pour faire la petite fumée, quoi. Et en fonction de si t'as mis plus de cartes d'un certain type, paf, ça brûle noir, et plus l'autre, ça brûle blanc. Mais oui, c'est pas mal ça. Selon les cartes que t'auras jouées, ça fera pas la même fumée et tout. Et donc, on aura tous notre pape unique. Ouais. On peut customiser notre pape, quoi. Plutôt que Léon Bidule, là. Ouais. Je sais plus comment déjà, j'ai déjà oublié le numéro. 14, je crois. Ouais, t'as dit ça au hasard. Et donc, c'est sur Itch.io, hein, le concept. C'est Itch.io. Il y a déjà des propositions. Et bien sûr, qui c'est qui est à l'origine de ça ? C'est notre ami comme Martin. Cet homme est partout. Cet homme est incroyable, vraiment. Une idée de génie, quoi. Le mois dernier, on avait parlé de Rimbaud. Oui. Et là, ce mois-ci, on va vous parler de Curie. Curie. Alors, je vais le refaire. Là, faut faire que je le fasse avec l'orthographe. Donc, Curie, C-U-2-R-Y. Curie, C-U-R-I-E. Et Curie, mais alors là, sans majuscule, C-U-2-R-Y également. Donc, c'est un peu dans le même esprit que Rimbaud. Et donc, là, c'est proposé sur la page Itch.io des Veillées oniriques. Et donc là, on fait un big up à Milouche. Voilà, parce que c'est elle notamment dans les Veillées oniriques. Elle n'est pas toute seule, mais c'est également elle. Et donc, c'est une inspiration donc, du jeu dont on parlait de Com Martin. Vraiment, il va falloir qu'on lui... tu sais, à chaque fois qu'on doit dire son nom, on va lui payer une redevance, c'est pas possible.
Et donc, c'est un jeu queer, radioactif et épicé. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Oui, ça a l'air sympa. Ouais. Mais jusqu'où irons-nous dans ce délire Rambo, curry Et en plus, il propose la curry, IE, Kiri, Cuiri, Kirby, Carvi, Carrie. Il y a plein de possibilités. Je trouve ça absolument génial. Voilà, currywurst. Ouh là là, attention, ça c'est une référence essénienne. Ok, bah... Bon, maintenant c'est le moment de savoir est-ce qu'on est vraiment des humains ou pas. Oui. Alors, en fait, tout est parti d'un bluesque, parce qu'on appelle maintenant ça les bluesques sur Blue Sky, c'est pas des tweets. J'ai vu passer ça de Marion de Rollist TV, qui a partagé une vidéo. Ouais. Alors, c'est une vidéo... alors, je vais essayer d'expliquer ça clairement. Ok, on a 2 heures. Hein. C'est ça, on a 2 heures. Donc, c'est une vidéo de Pilule Rouge JDR qui parle des gens désagréables dans les parties de jeux de rôle. Des gens qui ont des attitudes déplacées et tout ça. En jeu, tu vois, pas forcément autour de la table. Le truc, c'est que cette vidéo, il y a personne derrière. Il y a une personne derrière, mais c'est pas elle qu'on entend dans le podcast. C'est tourné un peu comme c'est une vidéo YouTube, mais sur une image fixe, une image générée par intelligence artificielle, et les voix du présentateur et de la présentatrice sont générées aussi par intelligence artificielle. Comme nous, en fait. Voilà, comme nous. Et c'est... Parce que nous, on n'est pas intelligents, on est juste artificiels. Ils ont repris donc d'une vidéo de quelqu'un qui avait fait ça, d'un Américain, donc c'est une vidéo en anglais, de quelqu'un qui raconte des choses qui lui sont arrivées et des comportements problématiques que cette personne a vécu autour d'une table de jeu de rôle. Et eux ont recopié, ils ont retraduit Google Translate, plus après demander à ChatGPT, à mon avis, de le faire en dialogue, parce qu'au départ, c'est pas un dialogue, c'est juste quelqu'un qui parle tout seul, pour faire du contenu jeu de rôle. Alors c'est un peu, je trouve ça un peu, après avoir copié et traduit les articles de jeux de rôle, des articles écrits, maintenant on copie même les... Donc là on a une petite pensée pour Gus. Oui. on copie maintenant les vidéos les vidéos YouTube, quoi, donc... C'est un peu moche, oui, effectivement, de raconter comme ça, en fait. Mais tu sais que ça me fait penser, c'est pas exactement le même sujet, mais moi, on m'a déjà demandé pour les interviews, tu sais, qui sont en anglais et qui sont doublées, on m'a déjà demandé si, en fait, c'était des doublages faits par IA. Alors, en fait, il se trouve que c'est mon fils qui fait le doublage et mon fils est bien réel, en tout cas. Je vous le garantis, parce que l'argent de poche, je pense pas que Liam le demanderait. Ah, c'est pour l'abonnement à l'IA. Ouais, c'est ça, c'est l'abonnement en fait. J'ai un abonnement avec lui. Mais et après, probablement que ça ferait très bien le taf et que ce serait sûrement moins long. Mais je suis pas persuadée que ça ait exactement la même restitution. Je suis un peu partagée. Oui, c'est un peu mou et... Ouais, ça veut dire qu'on va nous piquer notre travail en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais... Comme on n'est pas payé en même temps. Ben, on s'était payé avec les vues YouTube, mais bon, nous on n'est pas sur YouTube. Donc... Ouais. Si on est sur YouTube, mais on gagne rien de toute façon. Mais regarde ça. Je vais en parler à Manaya, qui orchestre tout ça. Et je suis sûr qu'elle nous rend. Si elle pouvait avoir une IA qui lui verse des croquettes, qu'elle appuie F5 pour recharger les vidéos au moins. Mais non, c'est un peu moche, j'avoue. Mais je pense que c'est très tentant en fait de créer des contenus, parce que on sait que pour exister, il faut créer des contenus oui, quotidiennement, très régulièrement. Et en fait, c'est vrai que c'est ultra tentant d'avoir recours à des trucs comme ça pour créer ton contenu sans trop
passer de temps. Enfin, ça veut pas dire que les gens ont des mauvaises intentions, ça veut dire que parfois c'est juste une vision d'une économie de temps à un moment donné, mais je pense que c'est un mauvais calcul sur le long terme. En fait, c'est encourager les algorithmes. En fait, on a des algorithmes qui mettent en avant les créateurs qui font beaucoup de contenu, et qui, maintenant, les créateurs qui font beaucoup de contenu ont recours à des IA et des choses comme ça pour faire plus de contenu. Et en fait, les vrais contenus intéressants vont être de plus en plus noyés dans une masse. Il y a déjà beaucoup de masses de vidéos qui sont créées par des IA, quoi. Et ce qui est un peu moche, parce qu'il y a déjà quand même beaucoup de contenus créés par des humains qui sont pas terribles. Donc si en plus on demande maintenant aux IA de faire des contenus pas terribles non plus. Si c'est pour faire un contenu moyen, voilà, les IA peuvent le faire. Voilà. En fait, peut-être qu'il faudrait faire. En fait, la solution, c'est un peu comme toujours, il faudrait peut-être moins en faire, mais mieux. Mais nous, on fait ça, on fait vraiment nul pour que on soit vraiment sûr que ce soit pas une IA. Exactement. C'est pas juste moyen. C'est ça. Nous, c'est voilà. Bon, peut-être que la saison 3 sera entièrement faite par IA. Oh, punaise. Et nous, on fera que boire des cocktails. Ouais, exactement. Bah, si c'est ça le programme, il n'est pas dit que je signe pas. Hein. Ok. Tu vois. Moi, on m'avait vendu le progrès technologique, c'est pour qu'on ait plus besoin de travailler et tout. Tu vois. Et qu'on puisse se cultiver, s'adonner au loisir et boire des cocktails, bien sûr. En fait, on nous avait dit que le progrès, on allait moins travailler et on pourrait faire du podcast. Et en fait, non, le podcast, il est fait par les IA et nous, on continue à bosser. Ok, bon, bah écoute, je pense que ça va se développer. Hein, faut pas être, faut être réaliste, hein, en fait. C'est obligé. Et que je pense qu'en plus, on sait qu'on va avoir de plus en plus de difficultés à discerner, en fait, pour en avoir pas mal discuté avec Étienne Mineur, les évolutions, elles sont telles aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle qu'on va avoir de plus en plus de mal dans tous les domaines à distinguer ce qui est d'une véritable source de quelque chose qui est complètement fait par intelligence artificielle, quoi. Ouais. Bon, vous êtes déchus, vous êtes virés pour la saison 3, je vais vous remplacer par une IA, ok. Ouais. Non, jamais je ferai ça, bien sûr. Ah, cool. Voyons. Ok, bon, on va parler de trucs un peu plus... un peu plus joyeux. Un peu moins anxiogènes, ouais, un peu moins anxiogènes. Putain, le pape, tout, ça devient trop sérieux, cette émission. On va parler d'un jeu qui s'appelle 2 rues des Mimosas, un jeu de rôle de Silphel, qui est un jeu sans meneuse, sans préparation, plutôt narratif et émotionnel, qui est inspiré de Cositon et aussi de Pour la Reine. Voilà, qui est d'ailleurs un jeu qui est arrivé dans second ex-aequo au concours Il était une fois un petit jeu de rôle en 2024 sur le thème du quotidien. Et donc en fait, on va jouer en fait un peu dans une sorte, on va pas jouer un peu dans une sorte, on va jouer dans un immeuble. C'est pas une sorte c'est un immeuble, voilà, qui existe depuis un certain temps. Et donc, on va avoir les différents étages, les différents appartements et forcément, avec plein d'habitants différents. Donc, le jeu est en précommande alors là, quand je le dis, c'est au 14 mai. Donc, quand vous écouterez, ça sera fini. Mais je pense que on doit pouvoir quand même encore après peut-être le récupérer, je ne sais pas. Peut-être au moins en PDF. Et oui, voilà. Et en fait, ça m'a fait penser en lisant le pitch à quelque chose qu'on avait abordé justement avec Com Martin, qui, lorsqu'il avait parlé de l'Hôtel du Lion Rouge, à un moment citait dans ses inspirations La vie mode d'emploi, qui est un des ouvrages de Georges Perec, dans lequel justement c'est chaque chapitre décrit les pièces en fait d'un immeuble parisien. Et donc j'ai l'impression que c'est un peu le même genre d'inspiration, quoi. Et moi je trouve le concept vraiment très cool. Et donc je sais pas exactement, j'ai pas été regarder plus en détail dans le jeu si on joue vraiment les habitants en fait ou si on joue les appartements, enfin comment c'est proposé. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser du coup un peu aussi à ce qu'on a dans l'hôtel du Lion Rouge où on joue des habitants, enfin des résidents, quoi, quelque part. Oui, on explore un bâtiment, quoi. Et tu sais, je crois que je vais l'acheter ce jeu. Voilà. Achat en live. On va le mettre dans achat en live, attention, avec toutes les économies que je vais faire sur ton salaire, bim, je peux m'acheter un jeu de rôle.
Eh ben écoute, on va passer, justement, parler d'achats en live. Ouais. Et ben on va passer aux achats, à nos achats. Alors, qu'est-ce que tu t'es acheté ? Qu'est-ce que tu as fait comme financement participatif ? Alors déjà, on se souvient, le mois dernier, c'était mon anniversaire. Wouhou! Joyeux anniversaire des Déchutes. Ah bah, merci. Et Est-ce que tu veux que je t'écrive un petit poème pour ton anniversaire comme les IA ? Parce que moi, ChatGPT, quand c'était mon anniversaire, m'a proposé de me faire un poème. Oh, il est trop sympa. J'avoue que parfois, je parle avec ChatGPT, je lui fais faire des comptes rendus très très chiants en anglais, de réunions très très chiantes. Il faut pas le dire. Pardon. Je l'embête aussi des fois pour des choses. Donc j'ai reçu un livre dont on avait déjà parlé, Expédition Substratum. Je sais toujours pas le dire, mais je l'ai eu. Alors attends, Expédition Substratum. Cette phrase était dite par IA, qui ne fait pas d'erreur de prononciation en latin. Donc voilà, où on va explorer une grotte ou voilà les entrailles de la Terre. Donc jeu de rôle, donc soit solo, soit à plusieurs. Donc où on va voilà découvrir des choses au centre de la Terre. Donc j'ai pas encore tout lu, donc je vous referai un petit topo quand je l'aurai lu et qu'on aura peut-être joué même. Quelques jours après, c'était l'anniversaire de Com Martin. Joyeux anniversaire à Com Martin aussi. Ouais, joyeux anniversaire, vraiment. Et on t'aime. On le dit, on t'aime et vraiment bon anniversaire et tout. En fait, c'est lui qui nous fait des cadeaux tout le temps. C'est ça. Bah oui, et pour son anniversaire, il offrait en cadeau un jeu qui s'appelle Green Down Mall. Que j'ai. Voilà, donc dans lequel on va explorer un centre commercial. J'ai l'impression que c'est un peu une marotte chez Com Martin d'explorer des lieux comme ça, l'hôtel du Lit Rouge, le mall, et du coup des espaces liminaux. Des espaces liminaux aussi. Et du coup, comme il m'a offert un jeu, je me suis dit, il est sympa. Écoute, pour son anniversaire, je vais acheter un jeu et je lui ai acheté pendant ce temps-là dans le métro. Donc, au format PDF. Et comme à mon travail, j'ai une imprimante A0, je vais pouvoir l'imprimer moi-même en grand directement au travail. Chut, ne le dites pas. En fait, moi, je l'ai, ce jeu-là. Et en fait, c'est vrai que ça fait comme un dépliant, tu sais, d'un vrai plan de métro. Enfin, c'est vraiment assez... Enfin, c'est toujours ultra fort en termes de maquettage. C'est génial comme idée, quoi. Et là aussi, on explore un lieu, le métro. Je crois qu'on a trouvé la patte de... Une des pattes, sûrement. Ouais, une de ces pattes d'auteur, bien sûr. Et toi, est-ce que tu as acheté des choses ? Eh ben, moi, pour tout te dire, c'est que moi, j'ai un cadeau pour toi. C'était mon anniversaire. Mais tu ne l'as pas encore. Parce que, alors, c'est toute une histoire. Attention. Donc, tu sais que ce podcast n'est pas sponsorisé et totalement indépendant. Et quand je dis pas sponsorisé, c'est pas juste que personne ne nous donne d'argent pour dire des conneries. Ouais. Bon, le Buy Me a Dark and Stormy ne rapporte vraiment rien. On peut à peine s'acheter un café en terrasse à Paris, je vous rassure. Enfin, on nous envoie jamais de livres de jeux, même de livres de jeux de rôle. Une fois, juste, on m'a envoyé un PDF pour que je puisse lire le pitch du jeu. C'est pour dire. Et après, j'ai quand même commandé le jeu parce que je suis une personne honnête. Mais il y a un jeu pour lequel un ami à nous, Raoul, à qui on fait un hug aussi. Big up. Un big up. Voilà, c'est selon la tradition. Et c'est lui qui a fait la traduction française. Ah. Et on avait discuté un petit peu pour la traduction de comment il allait genrer le jeu. Et il a décidé de me mettre le féminin générique. Et donc, l'autrice du jeu, il y a un auteur et une autrice, il lui a expliqué le choix et il lui avait parlé en fait du podcast où nous, on dit les joueuses, quoi. Et du coup, ils ont trouvé, apparemment, ça leur a plu. Et du coup, on a reçu un exemplaire du jeu. Ah, cool ça. Et j'en ai 2 exemplaires. Alors, j'ai accepté le cadeau dans ce cas précis, voilà. Parce que... Et donc, il y en a un pour toi. Écoute, merci. Aussi. Okay. Mais je l'ai avec ton jeu de team manager machin que j'ai depuis un bail et que j'espère un jour pouvoir te remettre en main propre. Parce qu'on se voit pas assez souvent. Faudrait que je m'aventure en Alsace.
Non, on se voit jamais. Bah, c'est ça le problème. Mais c'est vrai. Ah là là. Mais oui. Quand est-ce qu'on fait notre week-end jeu de rôle, là, on pourra jouer à tous nos jeux, là, les écureuils attaques et compagnie, là. Oui. Et donc, alors attends, il faut que je le retrouve maintenant parce que je l'ai rangé entre-temps. Quelle mauvaise idée. Ah bah, j'espère que tu l'as pas rangé avec le chronique d'un vampire millénaire. Non, surtout qu'attends, en plus, Chronique d'un vampire millénaire, une personne pour qui j'ai beaucoup d'estime Oui, m'en a dit le plus grand bien récemment, en me disant il faut absolument que tu joues, tu vas adorer. Donc voilà. Donc, le jeu en question s'appelle Death Enter the Saloon. C'est un jeu de Greta Bellagamba et Daniel Ledi-Roubaud. Ok. Je pense que ce sont des auteuristes italiens. Donc, c'est un weird spaghetti western role-playing. Donc, en fait, c'est un jeu de rôle dans un univers western spaghetti, mais un peu barré. Voilà. Et donc, on a l'ouvrage en anglais. Tu parles anglais, bien sûr, des Chutes. Bien sûr. Avec l'accent alsacien, j'espère. C'est ça. Pardon, excuse-moi. Je sais pas ce que j'ai. Ce soir, c'est une catastrophe. Voilà. Et donc, alors, j'ai pas encore eu le temps de vraiment le lire, je vous avoue, parce que je suis toujours à la rue surtout. Mais c'est tellement mignon qu'ils nous ont fait ce cadeau. Et puis en plus on a une petite lettre de remerciement tous les deux. Franchement, ça m'a fait tellement plaisir. C'est trop mignon parce qu'ils me remercient alors qu'on n'a pas fait grand chose en fait. Bah, Tu vois, maintenant on en parle, tu vois, donc c'est. Oui, c'est vrai. Mais peut-être si on envoie une facture maintenant, ça pourrait marcher, je ne sais pas. Voilà, et non, en fait, je trouve ça trop gentil. Et puis voilà, et qu'ils nous disent, voilà, merci aussi pour avoir travaillé sur la French Translation. Bon, on n'a pas fait grand chose non plus. Je pense que le chat GPT aurait fait mieux que moi, mais c'est pas grave. Décidément, on est vraiment remplaçable. Hein. Et tout. Et franchement, le jeu, alors moi, je suis pas une fan de western dans l'absolu, dans les canons du western, mais le western spaghetti, ça me parle beaucoup plus. Et du coup, bah, alors là, c'est en italien, et j'avoue que pour l'instant, avec Duolingo, j'apprends l'italien, mais je sais pas dire grand chose à part préférisco il tennis, tu vois, ce qui est pas très utile dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, je préfère le tennis. Mais non, mais c'est vrai. Et pour l'instant, en ce moment, il est à fond sur les sports et il veut absolument que je fasse du golf, du tennis, Tu sais comment on dit basketball en italien? Non, on dit pas basketball. Ah, pas du tout. En mettant les doigts en pointe comme ça, basketball. Ah non, mais tu vas voir, tu vas halluciner. C'est pas du tout comme ça, c'est pallacanestro, je crois. Et football, bien sûr, c'est calcio. Ok. Mais football américain, c'est football americano. Pas très logique tout ça. Hein. Il y a un trou dans la raquette, si je puis dire, dans la raquette de tennis qui se dit tennis. Ah ouais, si tennis, c'est tennis, au moins ça. Donc voilà. Ok. Ouais, tennis, c'est dit tennis, voilà. Mais un jour, je serai au taquet pour parler italien et tout, et je pourrais faire ce jeu de rôle en italien. Bon, c'est pas pour l'instant. Mais en fait, ça a l'air trop cool. Et donc, j'ai ton exemplaire à la maison. Écoute, faut qu'on se voit. Maintenant, faut qu'on cale une date pour se croiser. Allez hop. Dès qu'on arrête ce podcast, on fera ça. Hop, on prend date, comme on dit. Et sinon, j'ai reçu Going for Broke, le jeu de Avery Alder. Ah oui, dont on avait parlé. Où on incarne des colocataires. On en avait déjà parlé. Donc ça a l'air cool aussi. C'est une toute petite boîte avec des cartes. J'ai pas trop eu le temps de regarder non plus. Mais j'étais vachement contente. Et je pense que ça m'a coûté en frais de douane, venant du Canada, plus cher que l'achat du jeu. Ah, ça... Et maintenant, Monsieur Schutz, vous devez nous parler de votre expérience de star au festival de Kaysersberg. Oui, oui, parce que j'étais au festival de Kaysersberg. Donc j'y étais avec une amie et une enfant de 5 ans qui était un peu terrorisée par les cosplays de chevaliers. C'est vrai qu'il y avait un mec qui se baladait en cosplay de Sauron. Qui était vachement bien fait, quoi. Mais bon, ça a un peu terrorisé cette pauvre enfant. Ouais. Toujours est-il que... J'ai cru que t'allais me dire elle était en cosplay de Macron, que ça a terrorisé cette pauvre enfant. Pardon. Aussi, mais bon. Donc, on disait... on avait parlé de festivals où on faisait du jeu de rôle avec Octogone, on en avait parlé, qu'il y avait un grand hangar comme ça où on faisait du jeu de rôle, c'était super bruyant. Ouais.
Alors là, c'est vraiment différent. Alors déjà, ça se passe dans la ville de Kaysersberg, donc un peu partout, parce qu'ils n'ont pas de salle de la taille de Octogone dans tout Kaysersberg, tu vois. Et donc, ça se passe dans les rues. Alors, c'est plus... c'est un peu fête médiévale. C'est entre la fête médiévale, le festival de jeux de rôle, où il y a pas mal il y a des espaces de contes. Il y a des gens qui sont en cosplay. On peut faire du lancer de haches et de ce genre de choses, tu vois. Et en fait, pour le jeu de rôle, il y avait plein de tables de jeux de rôle où on pouvait s'inscrire. Et en fait, elles sont pas toutes au même endroit. En fait, ils ont plein de petites salles et je suis rentré dans une des salles où ils faisaient du jeu de rôle. Et en fait, tu as entre une et 3-4 tables dans une salle. Voilà, donc il y avait c'était vraiment calme. Et les gens pouvaient faire du jeu de rôle vraiment au calme, voilà, en silence. Il n'y avait pas un brouhaha derrière. Je pense que l'ambiance, l'expérience est vraiment était plus propice aussi. Et plus propice, voilà. Donc ça, c'était pas mal. Alors comme j'étais accompagné, j'ai pas joué. C'était plus pour la visite. Mais c'était très sympathique. En plus, le village de Kaysersberg est très, très joli. Ouais. Ça a l'air super mignon, hein. Donc ça t'a plu? Oui, c'était très bien. L'année prochaine, j'irai sûrement et je vais peut-être essayer de jouer l'année prochaine. Ok. Et personne t'a fait des selfies avec toi? Non, malheureusement, je ne suis pas encore assez connu. J'espérais recevoir ça, mais bon, que veux-tu? Ouais. Ok. Et tu as joué aussi à Tales from the Loop? Oui, alors j'ai fait jouer à mon bureau. Alors, je crée des nouveaux groupes au bureau maintenant, de groupes de jeux de rôle. Après ma partie d'Alice is Missing avec un groupe entièrement masculin, là j'avais un groupe entièrement féminin qui voulait découvrir le jeu de rôle, et il se trouvait que j'avais la boîte d'initiation Tales from the Loop, avec un scénario que tu connais, que l'on avait joué ensemble. Oui, je me souviens très bien. On avait joué, c'était Zéphiriel qui était le MJ, et on avait joué avec Mad et Elodie. Oui, tout à fait. Et donc voilà, vous chercherez sur Internet, vous arriverez à retrouver cet actual play. Et donc, moi j'avais ce scénario, je n'avais pas le livre de base de Tales from the Loop parce qu'il est épuisé, mais bientôt on pourra le racheter, comme on a dit plus tôt. Ouais, exactement. Et donc voilà, je connaissais le scénario. Je me suis dit, allez hop, c'est plutôt classique comme. Ouais, puis le système est pas ultra compliqué, hein, voilà, c'est pas un système très compliqué. Et ça tenait en 3 heures, donc voilà, on a fait. Je leur ai proposé ce scénario, elles ont bien aimé, et après elles ont choisi des personnages vraiment en rapport avec les personnalités des joueuses. Et ça a beaucoup joué sur les relations entre les enfants. Voilà, donc je pense que la prochaine fois, je pense que ce sera Passion de la Passionnesse qu'on va jouer, parce que il y a notamment une histoire entre Frédéric. C'était ton perso, ça? C'était mon perso, et Maria, qui était C'était mon perso! Voilà, et qui étaient ensemble. Et oui, c'est vrai que c'était mon petit ami dans Tales from the Loop. Voilà, en fait, ils sont petits amis. Enfin voilà, ils sont ensemble, mais en fait, Maria, elle en pince pour un autre. Elle en pince pour un autre, ouais. Et donc là, voilà, le pauvre Frédéric, il s'est fait larguer durant la partie. Oh. Ils sont allés, voilà. Donc, et en plus, comme dans la partie, il y a son père. On apprend que son père, alors spoiler, hein, mais on apprend que son père, il a une aventure extra-conjugale. Donc
Donc il a dit elle disait c'est ma journée, je me fais larguer en plus. Et donc voilà, c'était une bonne expérience. Elles ont bien aimé. Donc je reproposerai sûrement un petit afterwork jeu de rôle. Mais du coup plutôt ça que du Donjons et Dragons. Oui, voilà, plutôt ça, et je pense un truc sans scénario. Je leur ai très bien vendu Brindlewood Bay aussi, donc ça. Ah bah bien sûr, mais tellement. Ça passe toujours. Hein. Ok. Moi j'ai joué à Route. Mais on parle pas de jeu de société là, Paul Garin. Non, mais le jeu de rôle, parce qu'en fait j'avais justement un groupe entièrement féminin qui connaissait pas trop le jeu de rôle, qui avait envie de jouer, et du coup elles m'ont interpellée sur les réseaux comme on dit. Et j'aurais dit mais si on peut organiser ça, et du coup j'aurais proposé plusieurs univers, et comme manifestement, elles aimaient bien toutes les trois le jeu de société Route. Elles étaient assez partantes pour jouer à Route, le jeu de rôle, qui permet en fait donc de jouer dans l'univers du jeu de société, mais tu joues pas. En fait, tu joues forcément des vagabonds entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas pas jouer, tu vas pas appartenir à une des factions. Tu vas vraiment être un vagabond. Donc ça veut pas dire que tu choisis le type d'animal que tu peux être. Tu vas avoir un archétype, et c'est un système PBTA. Ok. Du coup, moi, j'y avais joué en tant que joueuse. Donc là, je découvrais un peu plus le jeu en tant que MJ. Alors, j'avoue que je trouvais que c'était quand même assez pas lourd, mais il y avait quand même le jeu en lui-même, il y a quand même pas mal de choses. Je pense que du coup, comme j'étais un peu ric-rac, j'ai aussi un peu allégé les règles, comme à l'accoutumée, pour garder l'essence qui est, donc j'ai repris, j'avais regardé un peu il y a des sortes de, comme c'est du PBTA, t'as pas grand-chose qui existe. En fait, t'as des amorces de scénarios possibles, et après, tu laisses un peu les joueuses faire le travail toutes seules, et se faire des films et tout sur ce qu'elles ont envie d'imaginer qui va se passer. Et donc là, on est dans une affaire de trafic de drogue improbable au milieu des clairières. Donc assez rigolo. Et franchement, je pense j'ai le sentiment que ça leur a plutôt bien plu, puisqu'elles veulent continuer. Ah bah voilà. On n'a pas complètement fini le début d'amorce et tout. Et alors c'est drôle parce qu'elles ont toutes pris. Tu sais, tu peux faire dans les petits archétypes de vagabonds que tu peux faire le bricoleur, le juge de paix et tout, mais elles ont choisi, c'est véridique, contrebandier, voleur, vaurien. C'est des trucs comme ça, quoi. C'est que des persos un peu à la limite de la légalité. Ouais. C'est assez rigolo parce que je pense que l'univers est assez parlant, se prête tout à fait au jeu de rôle. Donc on va voir ce que ça donne, et en tout cas on a bien rigolé. Donc c'est très différent comme PBTA que Brindlewood Bay, tu vois. Enfin Brindlewood Bay, il y a vraiment, c'est ultra light. Enfin en termes de règles, là c'est déjà beaucoup plus écrit en réalité. Même les amorces de scénario, il y a beaucoup déjà de PNJ qui sont assez travaillés. Donc c'est pas du tout la même appropriation que dans Brindlewood Bay auquel on a joué ensemble, quoi. Ok. Voilà. Bah, c'est cool. Et donc maintenant, on va parler d'un jeu auquel nous avons joué ensemble, Monsieur Chute. Bon, de toute façon, on joue quasiment tout le temps ensemble. C'est pas très original, ça. Un jeu un peu particulier. Oui, un jeu qui s'appelle en anglais The Quiet Year. Quiet Year. Ou en français, c'est Une année de répit. Yes, c'est un jeu d'Avril Alder, dont on parle très souvent. Là, qui est donc une autrice canadienne de jeux de rôle. Je pense que c'est son premier jeu de rôle. Oui, il me semble. Je pense qu'il date de 2012. Est-ce que je dis des bêtises? Et qu'il avait d'ailleurs gagné un prix du jeu le plus innovant. Il a remporté le prix Indie RPG 2013 du jeu le plus innovant. Donc, alors c'est pas son premier jeu, parce que son premier jeu, c'est Monster Earth. Ok. Et ensuite viennent, alors il y a Dream Askew, mais je crois que Dream Askew, il a été refait plus tard en financement participatif, mais c'est dans les mêmes eaux, donc c'est 2013. Ok. Donc c'est un jeu qui a une traduction française, il est trouvable. Alors je sais plus si je crois que c'est sur Itch.io aussi. Moi j'avais récupéré la version française.
Sachez que, en principe, il faut un peu de matériel, mais en réalité, le matériel additionnel, c'est un jeu de cartes traditionnel, des dés de 6, et puis quelque chose qui peut faire office de jeton. Donc, c'est quand même très, très limité. Le jeu, il est un petit peu... on va voir qu'il reprend les thématiques qu'on retrouve fréquemment dans le travail d'Avery Alder, mais c'est un jeu qui est un peu à la frontière avec le jeu de société, puisque la grosse particularité du jeu, c'est de dessiner. Et oui, on va dessiner une carte commune qui va représenter en fait le monde dans lequel on vit, enfin en tout cas la zone dans laquelle notre communauté va s'établir et va exister en réalité. Ouais. Alors le pitch, en gros, on est dans une sorte de monde un peu post-apocalyptique, mais pas à la Mad Max du tout. Non, juste il y avait une guerre, quoi. Ouais, voilà, il y avait une guerre. On reconstruit la communauté. On sait qu'à un moment, il y a les bergers du givre qui vont arriver et qui va se passer ce qui devra se passer. C'est très flou sur ce qui va se passer d'ailleurs. Enfin, c'est pas explicite. Ça nous laissera quelque part à nous de... Ouais, c'est ouvert, quoi. Ouais, c'est très ouvert. Et en gros, on a une année de répit pour construire notre communauté pendant cette année et en faire ce qu'on peut. Je disais qu'il y avait un jeu classique de 52 cartes. Pourquoi ? Parce que chaque couleur de carte va représenter une saison. Donc, le cœur, c'est le printemps, le carreau, c'est l'été, trèfle, c'est l'automne, et pique, c'est l'hiver. Et on va donc mélanger chaque couleur séparément. On peut enlever des cartes si on veut que la partie soit un petit peu accélérée, parce que ça peut aller jusqu'à 4 heures de partie si on joue avec toutes les cartes. Mais on sait que quand on tirera le roi de pique, donc dans le dernier quart du paquet, la partie va s'arrêter. Le roi de pique, c'est explicitement les bergers du givre arrivent et voilà, la partie se termine automatiquement. Le dispositif, on l'a dit, on a une feuille. On commence avec une feuille de papier blanc. Alors, chacun notre tour, on va donner des éléments en fait pour faire le point de démarrage de notre communauté. Sachant qu'on n'incarne pas des joueurs ou des personnages, on incarne la communauté de façon un peu collégiale. Ouais. Et puis, on va aussi déterminer des ressources qui vont être des enjeux pour nous, soit parce qu'elles sont abondantes, soit parce que justement on n'en a pas, etc., etc. Ouais. Et ça va, les cartes après le reprennent une ressource que vous avez en abondant. Il y a un souci, elle est plus abondante, donc il faut faire quelque chose pour que les cartes vont interagir avec ces systèmes d'abondance. Et donc à chaque fois qu'on tire une carte, il y a la joueuse active, celle qui a tiré la carte, va avoir une question à laquelle répondre. En général, tu réponds seule. C'est pas du tout un truc où on fait des tours de table sur les questions. Quand on tire une carte, on choisit comment on répond. On dessine un élément supplémentaire sur la carte. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va passer à la phase d'action de la joueuse active. En fait, chaque tour de jeu, d'ailleurs, est assez rapide en théorie. Et donc là, on a le choix entre découvrir quelque chose de nouveau sur la carte, c'est-à-dire rajouter des éléments, ou bien provoquer une discussion. Sur cette action-là, on va revenir plus longtemps après. Ou alors démarrer un projet. Et démarrer un projet, alors ça fait très business, ça, mais très entreprise. Mais en fait, c'est de dire, par exemple, on va réparer, je sais pas moi, le réservoir d'eau. On va partir faire on va pister des animaux pour éventuellement chasser et se nourrir, etc. Et les projets on va déterminer le temps d'un projet, ça va être 1 des 6, donc c'est maximum 6 semaines, et à chaque tour, on va tourner le dé pour savoir quand est-ce qu'on aboutit au projet. Voilà. Et les tours passent comme ça. Chaque carte correspond... si vous jouez avec un jeu de cartes traditionnel, vous allez regarder à quoi correspond par exemple le 9 de cœur, et ça vous donnera le texte de la carte à lire aux questions auxquelles il faut répondre. Ouais, oui, et donc il y a 52 cartes, 52 semaines. La boucle est bouclée, quoi. Oui. C'est bien pensé. Et donc oui, et donc on va dessiner sur la carte. L'idée, c'est que chaque fois qu'on tire une carte à jouer avec un événement, on va dessiner un petit truc sur
sur notre map monde et sur notre map monde de notre communauté. Et ça pourra nous. Après, on se souviendra de cet événement grâce au petit truc qu'on a dessiné, quoi. C'est un peu l'idée du jeu, quoi. Bah, je pense que c'est l'idée assez géniale du jeu. Parce que dans le jeu de société, dessiner des paysages communs avec des tuiles, on a tous fait ça dans Carcassonne, quoi, à minima. Oui. Mais les dessiner pour de vrai, tu vois, je me reposais la question de savoir est-ce que j'avais déjà joué à des jeux où on dessinait comme ça, enfin, où on dessinait vraiment à la main une carte commune. Et alors qu'en fait, c'est une putain d'idée, quoi, qui est juste géniale. Oui, bah oui, c'est... Parce que c'est super bluffant, quoi. Bah, en fait, c'est surtout que ça... Quand on fait du jeu de rôle, en gros, on a soit une histoire qui avance, et alors virtuellement, mais enfin, on avance dans les pages du livre du scénario, comme quand on lit un livre dont vous êtes le héros, mais là on avancerait dans le scénario, donc on avance comme ça en suivant l'histoire. Là, c'est vrai que ça permet de s'étendre sur une carte, explorer plutôt d'un côté, explorer plutôt de l'autre, et au final, il reste quelque chose à la fin de la partie, et ça, c'est quand même assez rare, où un jeu où à la fin, on peut regarder, on regarde et on dit, bah voilà ce qu'on a fait, quoi. On a créé quelque chose. Ouais. Quoi. Oui, et je pense même qu'on a envie de garder sa carte, en fait. Alors, précision, nous, on a joué à distance, donc on a joué via Miro. Donc, je pense qu'on a eu une expérience qui est très dégradée sur ce point-là. Oui. Parce que c'est quand même pas du tout la même chose, je pense, que d'être autour de la table et de dessiner pour de vrai. Mais c'est quelque chose, je pense, on était 5 à jouer, et c'est quelque chose qu'on a vraiment apprécié tous les 5, le côté de construction de cartes communes. Ouais. On a un peu rediscuté parce qu'on a joué avec Elodie, Mad et Fred, donc on leur a un peu demandé leur retour. Voilà, la partie dessin, je pense que c'est ce qu'elle plu à tout le monde, et c'est vrai que dessiner à la souris, c'est quand même moins plaisant que si on se projette dans le fait de dessiner à la main, quoi. Oui. Et après, ce qu'on n'a peut-être pas... En gros, on a des aléas. On va pouvoir après faire des projets. En général, on a un aléa. Ça va nous donner une idée pour, par exemple, des fois faire un projet. Par exemple, dire mais cet aléa, il nous enlève une ressource en abondance. On va peut-être essayer de faire un projet pour essayer de retrouver un peu de cette ressource, quoi. Et ça fait, ça peut répondre comme ça pour aider à créer de la narration autour de cette communauté. Et c'est vrai que on va jouer une communauté qui va faire des trucs ensemble pour la communauté, et là on est pareil, on est ensemble à créer la carte. Donc on est vraiment comme nos personnages. On n'est pas vraiment de personnages, mais comme cette communauté, on va tous ensemble faire quelque chose tous ensemble. Ouais. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'est bien précisé dans le jeu qu'on ne doit pas passer beaucoup de temps à chaque fois à dessiner, comme on doit répondre rapidement. Et nous, on en a discuté après, et je pense qu'on a tous le sentiment qu'on a été trop long à parler sur chaque carte. En fait, parce qu'on avait tendance à être un peu dans le truc classique du jeu de rôle, alors qu'en réalité, chaque carte doit être traitée en peut-être 30 secondes, 1 minute. Enfin, il n'y a pas besoin d'en dire de trop, justement pour pas donner pour pas trop imposer quelque chose aux autres, mais donner vraiment juste lancer une piste et voir après si on s'en empare. Et je pense que d'ailleurs, ça nous a fait qu'on avait un rythme qui était un peu laborieux par moment sur l'enchaînement des cartes. Je sais pas si toi, tu as eu ce ressenti. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être plus rapide, mais je pense que... Plus fluide. Mais je pense que c'est le fait d'être à distance, parce que on aurait pu, si on était là, on aurait dit, hop, je réponds, et une fois que j'ai répondu, je dis, ah bon, maintenant je vais vite dessiner mon truc, et
quand je me mets à dessiner avec mon crayon, l'autre voit que je dessine et que je suis plus en train de parler, et donc il peut tout de suite enchaîner. Je pense que ça serait un peu plus fluide, quoi, aussi. Parce que par rapport à d'autres jeux qui sont sur les mêmes modèles où il n'y a pas forcément de MJ, où on est en co-construction, là c'est pas j'émets une idée et on fait un tour de table et chacune rebondit sur cette idée. Là c'est je réponds à la question de ma carte, je dessine un élément, je mets à jour les projets. Bon, ça voilà, c'est-à-dire que le temps s'écoule. Ouais, c'est de la maintenance. Et ensuite je fais mon action. Et mon action, elle doit me prendre 30 secondes. Et nous, on a eu tendance à reproduire ce qu'on avait vu dans d'autres jeux, c'est-à-dire à avoir l'impression qu'on devait faire une sorte de tour de table. Or, le tour de table, il ne doit intervenir que dans un cas, c'est là, je provoque une discussion, dont on a dit qu'il y a une des actions possibles, dont on reparlera après, parce que je pense que c'est l'action la plus complexe du jeu, en réalité. Mais voilà, et je pense que ça, c'est un tort peut-être qu'on a eu, mais qui était aussi parce qu'on ne connaissait pas le jeu très bien, qu'on se l'appropriait, qu'on était à distance, comme tu l'as dit, que ça rendait pas forcément super fluide des échanges. Du coup, moi, je recommanderais quand même pas de découvrir le jeu à distance. Oui. Là, on l'a fait parce qu'on avait moi, j'avais vraiment très envie de vous y faire jouer, mais je pense qu'effectivement, même si ça peut marcher et tout, c'est pas du tout satisfaisant au niveau de la fluidité des échanges entre, des tours autour de la table. Ouais, des tours de parole, quoi. Et bah oui, et je trouve que en fait, ouais, le fait de pas être vraiment autour d'une carte, ça aide pas à bien visualiser et à pouvoir rebondir sur un truc qu'on voit d'un côté, dire ah voilà, ça on se souvient de ce qu'on a noté et de ce qu'on a dessiné. Ça permet de relancer par exemple un projet là-dessus ou des choses comme ça, voilà, de plus rebondir sur les uns les autres. Si on parle moins, on pourra plus rebondir et peut-être qu'il y a des choses qui vont plus émerger que d'autres. Ouais. Alors ce qui est aussi, c'est que ça, c'est un point que Fred y soulignait, c'est qu'il y a parfois des idées qu'on abandonne et qui seront jamais exploitées, même si elles sont bonnes. Et ça, c'est vrai qu'il faut l'accepter, quelque part en faire un peu le deuil. Et ça, ça c'est aussi beaucoup des jeux comme ça en co-construction. Tout ce qu'on va dire ne va pas être exploité en fait. Ça, t'as pas de garantie comme dans un pour la reine, parce qu'en fait c'est vraiment un système de cartes, je trouve, à la pour la reine. Sauf que dans pour la reine, tu vas avoir la possibilité de beaucoup plus poser de questions à l'autre sur ces cartes, même si en général on n'en pose pas tant que ça non plus. Ouais. Mais on est beaucoup plus dans ce type dans ce genre de cette façon de jouer, quoi. Donc tout sera pas exploité. Il y a des choses qui passeront complètement à la trappe alors que c'est des bonnes idées, mais c'est l'effet du groupe, le hasard qui fait qu'on va pas s'en emparer, quoi. Oui, c'est ça. Après, si toi tu veux vraiment pousser, tu peux toujours lancer une question, une question ou un projet en fonction de ça pour essayer de redynamiser une idée que tu penses un peu plus viable qu'une autre, quoi. Mais après, ça dépend aussi du tirage des cartes. Des fois, le tirage des cartes fait que ça relance peut-être plus sur une histoire que sur une autre, quoi. Après, moi, j'aimerais bien y rejouer, mais en se donnant, alors en jouant vrai, pour pouvoir se donner je mettrais bien une contrainte sur du dessin pour faire genre une carte, genre tu vois, Terre du Milieu, tu vois, tu vois la carte de la Terre du Milieu, comment elle est dessinée, de faire un truc plutôt comme ça, ce qui sur PC, en fait, on n'arrive pas à dessiner juste 3 petits arbres de manière assez facile pour qu'on arrive à les reconnaître, tu vois. Mais en dessin, je pense que peut-être essayer de faire un truc comme ça, j'aimerais bien relancer pour voir ça, quoi. Ouais. Alors, il y a un autre aspect mécanique dont on n'a pas parlé et c'était assez volontaire. C'est, comme je disais, donc dans le jeu, Avery Alder, elle va explorer des thématiques qu'elle aborde dans d'autres jeux, notamment dans Dream Rescue. C'est quelqu'un qui parle beaucoup justement de ce qu'est la communauté, de ce que c'est construire des communautés en fait.
Et aussi, elle explore beaucoup dans ses jeux les rapports de domination. Dans le jeu, on l'a dit, on n'incarne pas des personnages, on incarne la communauté et en fait un peu les courants presque politiques de la communauté. C'est-à-dire qui va prendre les décisions, etc. Mais c'est pas incarné. Ça veut dire aussi que le jeu, il va favoriser à des moments, enfin en tout cas, une des recherches du jeu, c'est d'être dans l'opposition entre ces courants de la communauté, mais aussi entre joueurs et joueuses. Ça fonctionne avec l'action provoquer une discussion, c'est-à-dire que forcément, on rencontre des problèmes. Les cartes, on est une communauté qui tente de survivre, donc l'idée, c'est quand même de rencontrer des problèmes ou en tout cas des difficultés. On a toujours à un moment des adversités qui créent de l'histoire, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et ce qui va générer les fameux projets dont on parle. Et l'action provoquer une discussion, c'est un des moments où on va avoir des tours de table, puisque on va dire, par exemple, nous, dans notre partie, il y avait une espèce de nana charismatique qui avait un peu pris le lead sur une partie de notre communauté. Et la question, à un moment, on l'avait foutue en prison, parce qu'elle nous emmerdait. Et à un moment, toi, tu as soulevé la question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'elle ? Est-ce qu'on la libère ? Ça fait un certain temps qu'elle y est. Est-ce qu'on l'exécute ? Et là, pour le coup, on va tous pouvoir s'exprimer. Et donc, il y en a qui vont dire on va la libérer, d'autres qui pourraient dire on va l'exécuter. Donc, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on provoquait la discussion. Et provoquer la discussion, c'est un peu pour dire mettre au centre de la table, finalement, un sujet qui peut être un peu plus touchy et susceptible de créer des conflits entre nous. En tout cas, on n'aura pas la même position. Sauf que au tour d'après, la personne qui va faire démarrer un projet, elle peut choisir de dire, on libère le projet, c'est de la réhabiliter notre fameuse nana en question. Je sais plus, elle s'appelait Pauline dans notre histoire. Ou alors de dire, on va construire un gibet pour la pendre. On construit le bûcher. Allez, c'est parti. Voilà, hop. Donc, sauf que c'est pas discutable. La personne qui lance le projet, elle lance le projet. Elle a le pouvoir de lancer le projet. Et le projet, dans le jeu, c'est bien dit, le projet, une fois qu'il est lancé, il réussit. Sauf s'il est expressément abandonné. Voilà, il réussit, sauf si on choisit expressément de l'abandonner. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, tu as la possibilité en jeu, c'est une possibilité, par exemple, pour ceux qui disaient il faut la libérer et tout, de considérer que leur opinion dans le groupe n'a pas été prise en compte, et donc ils peuvent prendre un jeton qui va s'appeler un jeton de mépris, de mémoire, c'est le terme qui est utilisé, pour considérer que leur opinion, elle a été minoritaire, en fait, c'est vraiment là l'histoire du rapport de domination, donc ils prennent ce jeton pour signifier que ils considèrent que ce qu'ils ont exprimé, libérer notre notre Pauline charismatique, n'a pas été pris en considération puisqu'on a décidé de construire le gibet. Et donc, le jeton de mépris, bien sûr, il va avoir une autre utilisation en jeu. On va pouvoir l'utiliser, le défausser pour faire autre chose. Voilà, je révèle pas forcément. Donc, le jeu, il repose bien aussi sur le fait de prendre des décisions pour la communauté, mais aussi de s'opposer les uns aux autres, s'affronter, ce qui est exactement le contraire de ce qu'on fait habituellement dans le jeu de rôle. La discussion, ça reste une discussion, donc il y a des gens qui discutent, et après les actions, ça peut être un petit groupe de la communauté qui commence à construire le JP. Même si tout le monde a dit même si il y avait plus tendance à dire on va les libérer, quoi. Ouais, tout à fait. Et ce qui est vrai, c'est que ça, du coup, c'est dans le jeu de rôle traditionnel, on essaie de chercher le consensus dans ce que le groupe va faire. Là, c'est exactement le contraire. En fait, le jeu, tu sens bien qu'il titille pour aller chercher l'opposition, le conflit, le rapport de domination. C'est complètement l'inverse de ce à quoi on est habitué. Nous, clairement, on a eu beaucoup de difficultés à le faire. On finissait toujours en consensus. Ouais. Et je pense que, parce que c'est pas du tout notre pratique classique. Après, c'est peut-être pas non plus notre tempérament. Enfin, on a peut-être aussi ce côté-là. Mais je pense que le jeu, il cherche là-dessus. Et Mad, elle faisait remarquer quelque chose de très intéressant, c'est que dans le théâtre d'impro, on dit jamais non à l'autre, en fait. L'idée, c'est toujours de dire oui pour rebondir. Là, c'est un jeu qui te permet de dire
non. Bah toi, vous avez tous dit ça. Maintenant, c'est moi qui joue. C'est mon projet. Et moi, j'ai décidé qu'on allait construire ce JB et l'exécuter. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on est habitué, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr que ça permet de changer et que ça crée ça crée du conflit. Comme dans toutes les communautés, il y aura toujours des conflits, quoi. Mais voilà. Bah, c'est plus réaliste, en fait, parce que dans la vraie vie, on sait très bien que le consensus n'est pas possible. Des rapports de domination, des rapports de force, des rapports de pouvoir, il y en a forcément. C'est impossible autrement, en réalité. Ouais, c'est vrai que nous, on l'a pas trop joué, on n'a pas utilisé de jetons du tout. Non, ouais. pas du tout. Après, oui, c'est peut-être notre manière de jouer qui... Je pense qu'il y a ça. Je pense que c'est parce qu'on découvrait le jeu, pour la Tioa principalement. On n'avait pas forcément d'idée de l'endroit où on allait aller. Je pense qu'on ferait une deuxième partie, on ne jouerait pas du tout pareil. Oui, je pense. Je pense qu'on oserait, parce qu'en plus, on se connaît assez bien tous et toutes pour être en confiance. Je pense qu'on oserait aller sur de l'opposition. Parce que ça, en fait, c'est aussi super intéressant à aborder, en fait, comme relation. Tout à fait. Ouais. Tu vois, et ce qui est vrai, c'est que Elodie, elle disait que parfois aussi les situations, elles sont un peu caricaturales, mais je pense que c'est parce que la recherche, elle est quand même dans le fait de te pousser dans tes retranchements, à prendre des décisions un peu peut-être parfois violentes ou un petit peu tranchées. Ouais, elle disait que c'était souvent quelqu'un de nouveau qui arrive et comment on gère l'étranger. Et bah oui, ça peut être un sujet de dire, voilà, est-ce qu'on accueille plus de gens, ça fait plus de bras pour faire des choses, mais ça fait aussi plus de bouche à nourrir. Et d'emmerdement potentiel. Et de courant de pensée aussi, quoi. Du coup, moi, j'ai trouvé que l'expérience, elle est vraiment... j'en sors insatisfaite, mais je pense pas que ce soit à cause du jeu en lui-même, c'est plutôt la distance, le fait de pas pouvoir dessiner en vrai, et le fait de me m'être rendu compte à la fin de la partie qu'il y avait finalement tout un pan qu'on n'avait pas exploré. Mais en fait, je pense que c'est assez normal qu'on l'ait pas exploré, parce que c'est pas ce à quoi on est habitué dans le jeu de rôle traditionnel, même dans du jeu de rôle plus, tu vois, même comme dans des jeux de rôle moins classiques, c'est pas forcément ce à quoi on a été beaucoup habitué à pratiquer, quoi. En fait, l'opposition. Ouais, le conflit. Ouais. Ouais, bah oui, il faudrait peut-être qu'on retente en vrai maintenant qu'on. Après, voilà, une première partie, on peut pas toujours être au top. Mais je pense que c'était pas mal je pense que de toute façon, même si on y avait joué en vrai pour la première fois, on serait pas peut-être passé à côté parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on est vachement formaté dans notre façon de jouer, sur les objectifs et tout. Et c'est aussi intéressant de questionner ça, en fait, de quelque chose qui te met en rupture par rapport à ce qui nous paraît toujours être la norme, le consensus, quoi. Et ça m'a rappelé aussi un peu la discussion qu'on a eue sur le fait que le consensus, souvent, c'est un moyen de ne pas avancer beaucoup. Tu vois? Enfin, il y a toute une discussion aussi là-dessus sur le fait d'être toujours dans le consensus ou le compromis et tout. Ah oui, parce qu'on peut discuter des heures sur savoir si on la libère ou pas. Voilà. Alors que s'il y en a un qui dit, moi je prends mon fusil, paf, je l'ai exécuté. Maintenant c'est fait, on discute plus. Et puis souvent, quand tu prends une solution de consensus, tu fais le truc le plus le plus tiède, et souvent tu fais pas beaucoup changer les choses, quoi. Enfin. Ouais. Donc c'est pas ce qui fait le plus avancer, avancer forcément les dynamiques de groupe, quoi. Je suis pas sortie complètement bluffée comme quand j'ai joué à d'autres jeux d'Avril Alder, mais je me dis, il y a tellement d'idées intéressantes que ça vaut vraiment le coup de recommencer, et peut-être dans les conditions optimales. Tout à fait. En fait, déjà, tu te dis, si tous les jeux pouvaient avoir des propositions aussi fortes, déjà, ce serait déjà vachement bien. Mais voilà, même on y a pensé, mais après, mais ça nous a quand même, ça nous a quand même dit, on s'est quand même dit, voilà, il y a quand même Matt qui s'est dit, mais est-ce que ce serait, voilà, ça a quand même réveillé des pensées de se dire, mais on aurait pu ne pas être d'accord, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Et en fait, je pense qu'on y a tous pensé longtemps après la fin de la partie. C'est pas toujours le cas, en fait, parce que
c'est quand même un jeu qui, puis on est dans un monde qui est pas notre monde réel, mais qui est pas très éloigné du nôtre en réalité. Enfin, on n'est pas c'est pas Walking Dead, tu vois, ce monde post-apo. Enfin, il y a pas de truc. En fait, il y a ce que tu veux bien y mettre, mais ça peut être vraiment ce qui va se passer demain. Juste, on n'a plus les mêmes accès aux ressources en réalité. Ça, voilà, donc ça questionne pas mal, quoi. Donc vraiment très très envie d'y rejouer. Et du coup, il faut absolument qu'on trouve une date pour se voir et jouer au jeu de rôle tous ensemble. Ce sera la conclusion. Jouons tous ensemble. Ou inventons la téléportation, qui serait quand même vachement plus pratique. Alors ça franchement, si un jour on peut faire ça, moi qui suis une poissarde des transports, en plus, franchement, je signe tout de suite. Hein. Ah, mais toi, tu serais une poissarde. Oh merde, j'ai été téléporté, mais que la moitié de moi. Il me manque une moitié. Oh j'ai été mélangée avec une mouche. Ouais, c'est ça. J'ai été mélangée avec Manaya, j'ai des moustaches blanches maintenant. Ah bah voilà, pour le meilleur. Et puis tu peux sauter avec son agilité. Ouais, alors pour l'instant, son agilité se résume beaucoup à dormir vachement bien enroulé sur une imprimante. Le jour où tu me verras dormir en boule sur une imprimante, remarque, ce sera pas mal. Mais voilà. Bon, on a fait le tour de notre sujet, Monsieur Schutz. Oui, tout à fait. On garde notre zone, parce qu'on a fait un autre jeu, mais on en parlera le mois prochain. On garde nos cartouches, hein, on est prévoyants. Non, on a déjà fait plus d'une heure. Les gens vont. Non, mais on est à 1h30 presque. Les gens vont être saturés. Oh là là. Mais oui. C'est surtout que ça va me coûter cher en abonnement ChatGPT, c'est Zia qui parle à notre place. Tu payes à la minute, donc. Ouais, je paye à la minute, c'est ça. Ouais. Il va falloir faire plus de coupes. Ouais. Non, mais je pense qu'on s'est dit pas mal de choses aujourd'hui. Mais oui, un épisode bien chargé. Bon, tu sais que le mois prochain, c'est le dernier de la saison. Oh là là, déjà les vacances, ça c'est cool, ça. Ouais. Les vacances et tout. Et hop, on pourra préparer la saison 3. On saura s'il y a une saison 3. On sait déjà s'il y a une saison 3 du podcast ? Bah oui, il y a une saison 3. Ok. Tu parles, j'ai déjà des épisodes. On a quasiment des épisodes déjà enregistrés et montés avec Hammer. Non, j'exagère un peu, mais pas loin, hein, je te jure. Il y a déjà tous les rendez-vous qui sont posés pour la prochaine saison. Mais oui. Si vous voulez être interviewé pour le point de Polgara, ce sera pour 2027, hein, pas avant. Ah oui, maintenant c'est la saison 4, 5, mais non. Non, il y aura une saison 3. Ah. Enfin, franchement, sauf drame. Ouais, non, mais les investisseurs ont renouvelé la confiance. Ouais, tout à fait. Ils ont comment dire, oui, c'est ça, ils ont voté les pleins pouvoirs c'est cool. à la direction, donc c'est bon. Mais du coup, on a déjà notre sujet alors en fait, on sait de quoi on va parler le mois prochain. Oui. On sait ce qu'on va parler pour le premier épisode de la saison 3, puisqu'on a eu une commande de Truffe au vent. On lui fait aussi un big up. Un big up, ouais. Comme ça, on aura le temps de préparer ça pendant l'été. Ok. Et on va se coucher. Oui, parce qu'on enregistre le soir. Oui, je pense que là, c'est l'heure. C'est l'heure. Les parties durent trop longtemps et les podcasts durent des fois aussi trop longtemps. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Merci beaucoup, monsieur Dédé Schutz-L'Écarlate. Merci à toi. Ce fut très agréable comme à chaque fois. Comme à l'accoutumée, comme on dit. Tout à fait, ouais. Et puis, on remercie les auditeurs et auditrices. Oui. Et on se retrouve le mois prochain. Oui. Ciao. Ciao, ciao. Cette émission, enregistrée à distance le 13 mai 2025, est produite par Polgara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé, même pas par Carglass. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Polgara et surtout venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Polgara et à très bientôt pour une prochaine émission.